que le leader de l'opposition au gouvernement sri-lankais, Gamini Dissanayake, achève un rassemblement électoral, qu'une bombe, vraisemblablement portée par un spectateur suicidaire, explose et emporte 57 personnes, décimant de fait le Parti national uni en tuant son chef et 3 de ses députés. L'attentat, selon les analystes politiques, serait l'œuvre des séparatistes tamouls. Depuis 10 ans, en effet, ils luttent dans le pays pour la création d'un État tamoul indépendant dans la région de Jaffna. 10 ans d'une guerre ethnique lourde de 30 000 morts, et Gamini Dissanayake avait affirmé récemment vouloir mettre fin à cette rébellion s'il revenait au pouvoir. Aujourd'hui, après ce carnage, le Sri Lanka est tétanisé et les espoirs de paix entre l'État et les tigres tamouls sont compromis. Ce lundi, le Premier ministre sri-lankais a décrété l'état d'urgence illimité. Il a par ailleurs maintenu pour le 9 novembre la date des élections présidentielles. Et il ne reste donc que 15 jours au Parti national uni pour présenter un nouveau chef au scrutin électoral. L'agenda international de ce soir avec Éric Picor qui commence son tour d'horizon par un incendie sur un bateau coréen avant de nous emmener en Israël et au Mozambique. Au moins 7 morts, 36 blessés dans un incendie à bord d'un bateau de plaisance en Corée du Sud. Pour échapper aux flammes, certaines personnes prises de panique se sont jetées à l'eau où elles sont mortes noyées. D'autres ont réussi à gagner la rive à la nage. Le navire transportait 127 passagers et membres d'équipage. Israël sous le pied de guerre en prévision de la venue du président Bill Clinton jeudi à Jérusalem. Un dispositif policier le plus important de l'histoire du pays a été mis en place. Baptisé champ numéro 3, il comprend 6 000 hommes, dont 5 000 seront déployés dans la ville sainte. Élections législatives et présidentielles au Mozambique jeudi et vendredi prochain. Scrutin sous le contrôle de l'ONU. Pas moins de 12 candidats à la présidence. Seul le président Joaquim Chissano et le chef de la Renamo, Alfonso Dhlakoma, peuvent sérieusement prétendre à la magistrature suprême. Au Mozambique, en 16 ans, la guerre a fait plus d'1 million de morts et poussé à l'exode quelques 5 millions de civils. 7 tableaux de Picasso volés ce week-end à Zurich, en Suisse. Valeur totale 240 millions de francs. Les voleurs se sont introduits par la cave d'une maison voisine pour accomplir leur larcin. Des toiles si célèbres qu'il sera bien difficile de les revendre. Toujours à l'étranger, en Afrique équatoriale, un accord est intervenu entre le Zaïre et le Rwanda pour le rapatriement des réfugiés rwandais dans leur propre pays. À Kigali, précisément, la situation sanitaire est devenue tout à fait dramatique. La guerre, la dysenterie, le choléra et le sida ont jeté des milliers de victimes dans les hôpitaux. Reportage TF1, Michel Floquet. L'hôpital de Kigali, fermé pendant 3 mois en raison des combats, a réouvert le 8 août dernier. Depuis, si tout n'a pas été réparé, loin de là, l'hôpital fonctionne presque normalement et en tout cas à 100% de ses capacités d'accueil. Sa première tâche est de recevoir les blessés, ceux que la guerre a mutilés. Les malades, eux, s'entassent dans les salles communes du service de médecine interne, toutes maladies confondues, méningite, fièvre et bien sûr sida. Comme avant-guerre, les sidéens représentent 65% des patients, mais les médecins s'attendent à une progression de l'épidémie. Sûrement que la guerre a aidé à la propagation de la maladie avec les viols qui ont eu lieu, avec l'état de misère et dans les mois à venir, on verra que les décompensations des séropositifs asymptomatiques seront très prochainement malades et nous aurons beaucoup de cas de sidéens dans les mois à venir. Avant la guerre, un tiers des femmes enceintes à Kigali étaient séropositives. On estimait par exemple que plus d'1 militaire sur 2 était atteint par le virus. Et pourtant, malgré ces chiffres effrayants, le sida n'est pas le premier problème de santé du pays. On estime à 70% la destruction du système de santé. Il y a déjà des problèmes de santé très visibles tels que la dysenterie qui est pour le moment un grand problème, la malaria qui est également un problème. Toutes ces épidémies de concentration sont déjà des problèmes de santé majeurs qui sont une préoccupation pour nous. Soignés avec les moyens du bord, nourris essentiellement par leur famille, ils sont plus de 300 aujourd'hui, réunis par une même misère dans les salles communes de l'hôpital de Kigali. Sport et aventure à présent avec le raid gauloise qui tire à sa fin. Quelques concurrents sont encore perdus dans la jungle, mais ce n'est pas le cas de l'équipe Outre-mer qui a bouclé le parcours en 6 jours, mais ne termine que 19e. En Malaisie, reportage RFO, Antoine Le Teneur. Dernier coup de rame sur la rivière Mélino après les grottes de Bornéo. Pour Outre-mer et WTA, 6 jours, 2 heures et 40 minutes
auront été nécessaires pour boucler le parcours de Gérard Fusy. Outre-mer, 19e à 2 jours des vainqueurs malais. Leur objectif, finir dans les 10 premiers, n'est donc pas atteint. Pourtant, pas de déception sur leur visage marqué. Ils sont heureux d'avoir terminé ensemble, heureux d'être enfin sortis des forêts exotiques, des pistes boueuses, des rivières capricieuses et surtout du dédale des grottes. Trèfle, le réunionnais de l'équipe, est tombé amoureux de la jungle. Il y a des oiseaux superbes, on a ramené des plumes énormes. Il y a une vie, il y a des bruits, il y a des sons fabuleux, vraiment fabuleux. Au cœur de Bornéo, c'était l'intitulé du 6e raid gauloise. Le cœur de Bornéo, ils l'ont traversé de part en part, dans d'interminables galeries souterraines. Ils ont progressé sur des kilomètres de rochers glissants et coupants. Ils n'ont rencontré que des serpents, des chauves-souris ou des araignées. Une seule erreur d'orientation, et ils auraient pu errer des jours et des nuits dans les rivières frigorifiées et l'odeur ammoniaquée du guano. Après 24 heures de marche à la lampe acétylène, le bout du tunnel. Retour en jungle, puis 5 km de canoë. Leur raid gauloise s'est terminé en chanson. La veille, à leur arrivée, les Japonais manifestaient leur joie à leur façon. Avant de se quitter, l'histoire de ces koalas d'Australie. Après avoir été menacés, les koalas se multiplient maintenant, à tel point que sur l'île Victoria, ils sont trop nombreux. Trop, c'est trop. Valérie Chrétien. Le koala est en danger. Le cri d'alarme est lancé par la fondation australienne basée à Brisbane. Ses prédateurs sont l'homme bien sûr, mais également ses acolytes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsque la densité est trop importante, pas de demi-mesure, sous ses allures de gros nounours bicolores, il tue ses voisins pour récupérer un espace vital. Alors comme chaque année, à cette époque, les spécialistes en capturent quelques-uns afin de les réimplanter dans l'île Victoria. Paradis sans pollution, ce sont en quelque sorte des camps de vacances pour koalas. Mais ces actions ponctuelles ne suffisent plus, selon les spécialistes. Les feux de forêt et l'urbanisation sont également des dangers réels pour cet animal en voie d'extinction. Il faudrait placer le koala dans la liste des animaux en danger pour lui porter réellement secours.